Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Venez avec moi dans cette soirée autour du feu. Marchons au milieu de la forêt à la tombée de la nuit. Installez-vous confortablement pendant que je prépare le feu et écoutez attentivement les threads d'horreur qui vont suivre. Ils pourraient vous faire frissonner. La première histoire, c'est celle de Marie. Elle se déroule le mois d'août 2020 alors qu'elle rentrait en troisième avec sa meilleure amie Zoé. Toutes les deux décident d'organiser une soirée tente avec une dizaine d'amis chez Zoé. Il faut savoir que son père est agriculteur et possède une grande ferme composée de plusieurs bâtiments juste à côté de la maison familiale. C'est vraiment en plein milieu de la campagne et il y a vraiment très peu de passages sur les routes dans cette zone. La maison de Zoé est à gauche de la ferme et est reliée par un chemin en terre, et à droite de la ferme, il y a une route. La ferme est ouverte, il n'y a pas de clôture et elle est entourée de champs. On y a donc accès hyper facilement, mais d'après ce que nous raconte Marie, la nuit, c'est un endroit super cool pour faire des cache-cache, car il n'y a pas de lumière et c'est assez isolé pour faire un max de bruit. À cette soirée, elle précise que plusieurs personnes ne dormaient pas avec eux, mais partaient vers minuit quand leurs parents venaient les chercher. Marie est donc avec une dizaine de potes, filles et garçons. Il est 23 heures et ils décident de faire un grand cache-cache dans la ferme. Deux personnes cherchent et les autres se cachent. Tout se passe bien, ils font plusieurs parties qui se déroulent normalement, comme à leur habitude. Il est maintenant 23h50 et avec le groupe, ils décident de faire une toute dernière partie avant que certains d'entre eux ne rentrent chez eux. Néanmoins, trois filles ont préféré rentrer dans la maison pour préparer leurs affaires avant de partir. Il reste donc Zoé, une amie de Léa, et quatre garçons, Tom, Hugo, Thomas et Axel. C'est à Marie et à sa pote Léa de compter, et pour éviter de voir les cachettes des joueurs, elles vont dans le bureau du père de Zoé, qui est une pièce fermée en plein milieu de la ferme. Elles y restent une minute, puis elles commencent à chercher leurs amis. Malheureusement, elles entendent une voiture arriver dans le chemin, et elles comprennent en voyant le conducteur que c'est le père de Tom qui vient de récupérer. Zoé s'en aperçoit et elle sort de sa cachette pour accueillir le père de Tom. Marie décide de prévenir Tom en criant son nom dans la ferme, et quelques secondes après, les filles le voient arriver. Il se dirige alors vers son père et Zoé, qui sont entre la ferme et la maison. Zoé dit d'appeler les trois autres garçons pour leur dire que la partie est finie et qu'il faut dire au revoir à Tom. Marie va donc, avec Léa, les appeler. Puis, en direction de la route, à droite de la ferme, elle voit trois silhouettes avec des lumières s'avancer vers eux. Léa, instinctivement, se met à courir vers eux, et au même moment, Marie, juste derrière, entend la voix d'Hugo qui l'appelle depuis la maison. Elle comprend, en une fraction de seconde, que les trois silhouettes devant elle ne sont pas leurs potes, et elle hurle à Léa de partir. Léa réagit, se retourne et court vers Marie. Elle tape alors un sprint en direction de la maison, où elle retrouve tout le monde. Elle leur explique alors ce qu'il vient de se passer. Le père de Zoé arrive au même moment et décide d'aller voir ce qu'il se passe dans la ferme. Pour des maisons que Marie ne peut pas vraiment expliquer, à cette période elle était très anxieuse et elle faisait notamment beaucoup de crises d'angoisse. Sous le coup de la panique, elle en fait une, à ce moment-là, et les trois filles qui étaient restées dans la maison la rassurent et l'aident à sortir de cette phase. Pendant 5 minutes, elle entendait depuis la maison les chiens de Zoé aboyer et son père crier dégagez. Puis ça s'est calmé. Certains invités sont partis et ils sont allés se coucher dans les tentes. Et c'est seulement l'année dernière qu'elle a appris tout ce qui s'était passé ce soir-là. En fait, il y avait bien trois mecs qui apparemment riaient très fort et avec un rire forcé et flippant qui ont coursé Marie et Zoé dans la ferme. Ils se sont arrêtés quand les chiens de Zoé sont arrivés, mais elle a expliqué que pendant qu'elle courait, les trois hommes brandissaient des tasers dans leurs mains et essayaient de les attraper. Vu que Marie avait une crise d'angoisse, ils ne lui ont pas dit la vérité tout de suite pour éviter de la faire encore plus paniquer. Les individus ont fini par partir, les parents de Zoé ont installé des caméras partout autour de la ferme et de la maison, et ils n'ont plus jamais vu ces mecs. Heureusement que Zoé a entendu la voix de Hugo depuis la maison, et a vite compris que ce n'était pas leurs amis, car sinon,
Elle se jetait dans la gueule du loup, et personne ne sait ce qui aurait pu leur arriver. La seconde histoire, c'est celle d'Adrien, et elle est arrivée il y a environ 2 mois. Au moment où s'est passée son aventure, il venait de s'embrouiller avec son père. Ce dernier était parti courir pour se changer les idées, et lui a décidé de faire du vélo. Adrien habite dans une campagne profonde où les vaches sont plus nombreuses que les habitants et où la ville la plus proche est à 20 minutes de voiture. Il n'est donc pas fréquent, en allant dans les bois, de croiser des gens qu'il ne connaît pas, car la plupart sont des voisins ou des amis. Le contexte est placé, passons donc à l'histoire. Adrien nous raconte qu'il fait beaucoup de vélo et les chemins qu'il emprunte sont très souvent les mêmes. Il fait donc souvent des tours d'environ 25 km au même endroit. À ce moment-là, il avait besoin de changer d'horizon. Il est donc allé à l'opposé du chemin qu'il emprunte toujours. La balade se passe pour le mieux, il découvre de jolis coins et de nouveaux chemins de VTT. Tout était parfait pendant une quinzaine de kilomètres, jusqu'à ce qu'il décide de prendre un chemin qui allait, selon son intuition, dans la direction de chez lui. Il s'avance sur ce chemin qui monte une pente assez raide, passant dans un champ, et, en haut de cette pente, il arrive à l'entrée d'une forêt et s'avance sur un sentier. Petite parenthèse, il précise que c'est un sentier car il était très étroit par rapport aux routes et aux chemins qu'il a empruntés plus tôt. Ce sentier était apparemment réellement impraticable, et il s'enfonçait dans le bois depuis quelques minutes quand, à quelques mètres de lui, une dizaine maximum, un homme habillé d'une doudoune noire et d'un bonnet en plein été se tient debout au milieu de la voie. Il s'arrête, figé. Il ne distinguait pas son visage. Après quelques secondes très longues, cet inconnu se met d'un seul coup à se tourner vers Adrien et à marcher vers lui. Dans la panique, il laisse tomber son vélo et court le plus vite possible dans la descente qu'il a montée quelques minutes auparavant. Il entend l'homme crier derrière lui d'une manière horrible. Et à ce moment, il ne sait pas encore s'il le suit ou pas. Cependant, je vous le rappelle, Adrien avait déjà fait une quinzaine de kilomètres, voire un peu plus, et il ne pouvait pas courir très longtemps. En arrivant dans le champ, il a regardé derrière lui. L'homme n'était pas encore là. À bout de force, il a cherché un endroit où se cacher, et c'est là qu'il a eu une idée. Le champ dans lequel il était n'était pas fauché, ce qui fait que l'herbe y était très haute. Il se couche alors entre une pierre et les hautes herbes, reprenant son souffle et espérant que l'homme ne l'ait pas suivi. Mauvaise nouvelle, quelques secondes après, il entend des branches craquer, et il voit l'homme sortir du bois. À ce moment-là, il est à une vingtaine de mètres maximum d'Adrien. Il avance encore d'une dizaine de mètres, pas dans sa direction, heureusement, avant de faire demi-tour et de nouveau disparaître dans les bois. À partir de là, Adrien va attendre d'avoir un minimum d'énergie pour partir en courant jusqu'en bas du champ et appeler sa mère. Il se lève quelques dizaines de secondes après et tape le meilleur sprint de toute sa vie. Il ne l'a pas revu dans sa course et espère ne jamais le revoir. Sa mère, elle, est venue le chercher et il est rentré sain et sauf avant de tout lui expliquer une fois arrivé. Bilan, Adrien n'a plus de vélo, mais il nous explique que ce n'est pas grave, car il n'en refera plus jamais de sa vie. Adrien, si je peux te donner un conseil, refais du vélo, mais reste sur les chemins que tu connais. Ne va pas réveiller l'homme bête qui vit dans la forêt. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Wilfried, et il nous raconte un événement horrible qui s'est produit il y a environ 3 ans. Il vivait alors au deuxième étage d'un immeuble à Nancy avec son copain. Malheureusement, à ce moment-là, lui et son copain ne s'entendaient plus et ils ont décidé de faire un break. Son copain était parti voir sa famille pendant quelques semaines et lui était resté sur Nancy. S'il en parle, c'est pour préciser qu'il n'était vraiment pas bien. Il dormait peu la nuit, au point qu'à un moment, la nuit et le jour se sont inversés pour lui. Un soir donc, il se réveille vers 3 heures du matin, il avait dormi toute la journée. Il se lève et il va vers la cuisine pour se faire à manger. Il met de l'eau sur le feu et en attendant, il va fumer une cigarette sur sa terrasse. À ce moment-là, il n'est pas encore très bien réveillé et il pense à sa situation amoureuse et à plein de choses. Comme il est distrait, il ne se rend compte que quelques minutes après que quelqu'un dans la rue parle très fort. Il n'en tient pas compte, c'est juste un passant qui doit sûrement être au téléphone, jusqu'au moment où Wilfried n'entend plus sa voix.
Il tourne la tête vers la route et il voit alors la pire chose de sa vie qui continue encore de lui faire peur aujourd'hui. Un homme, entièrement nu, environ 50 ans, avec ce qui lui semble être un couteau à la main, qui le regarde fixement, sans un bruit, sans bouger. Il met plusieurs secondes avant de comprendre vraiment ce qu'il voit. Ça lui paraissait tellement irréel qu'il croyait halluciner. Il n'a pas le temps de réagir ou de faire quelque chose qu'il lui hurle dessus. Qu'est-ce que t'as? Tu fous quoi ici? Le tout en l'insultant. Wilfried rentre vite dans son appartement et il ferme la porte qui mène à sa terrasse. Même s'il vit au deuxième étage et qu'il ne peut pas l'atteindre, il ferme quand même la porte par réflexe. Il se souvient qu'il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Il se demandait même comment ça se faisait qu'il ne s'était pas pissé dessus tellement il avait eu peur. Wilfried a du mal à reprendre ses esprits. Il entend toujours l'homme crier, mais avec la porte fermée, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Puis, il arrête d'hurler. Il n'entend plus rien pendant un court moment, et là, il entend des bruits assez bizarres, comme s'il tapait sur quelque chose. Et encore une fois, il hurle. Wilfried commence à pleurer. La situation lui fait très peur, mais il arrive tout de même à courir dans sa chambre, et il prend son téléphone pour appeler la police. En même temps qu'il est au téléphone, il retourne dans son salon et il entend encore hurler dehors. Et encore une fois, il s'arrête et il n'y a plus aucun bruit. Sauf un nouveau coup. La policière au téléphone dit alors à Wilfried que la police est déjà en route parce que l'un de ses voisins avait déjà appelé. Forcément, il criait tellement fort que ça a réveillé tout le monde. Et après quelques minutes, il voit la lumière des gyrophares. Après quoi, il prit quelques minutes pour se calmer avant de descendre voir les policiers qui discutaient avec d'autres voisins dans le hall. Et en arrivant à l'entrée, il voit que la porte vitrée est abîmée et qu'il y a un peu de sang dessus. Les policiers ont supposé que c'était celui de l'homme et non d'une victime, vu qu'il y avait peu de sang et que personne n'avait dit avoir été blessé. De ce qu'il a compris, il aurait donné des coups avec son couteau sur la vitre, les fameux bruits étranges que Wilfried avait entendus qui ressemblaient à des coups, et il se serait blessé en donnant ces coups. Et le dernier bruit qu'il a entendu, c'était son couteau. Apparemment, ce sont les voisins du premier étage qui l'ont trouvé sur leur terrasse. C'est l'homme qui l'a lancé pour essayer de le jeter sur Wilfried. Il ne sait pas pourquoi, et ne sait toujours pas pourquoi il lui en voulait. Il n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Wilfried explique donc à la police ce qui s'est passé, le tout en pleurant. La nuit a été très longue pour lui, et il a appelé un ami juste après pour qu'il vienne le chercher et qu'il puisse dormir chez lui le temps que son copain revienne. Il a finalement eu des nouvelles quelques jours plus tard, de la part du voisin qui avait retrouvé le couteau chez lui. Ils ont arrêté l'homme quelques rues plus loin, et il explique que cet homme avait de gros problèmes psychiatriques. Sans rentrer dans les détails, il a échappé à la vigilance de sa famille, qui le surveille en temps normal. Il aurait failli agresser un passant avec son couteau dans une autre rue, et maintenant, il serait en hôpital psychiatrique. Mais même en sachant ça, Wilfried et son copain ont décidé de déménager le plus vite possible dans une autre ville, et aujourd'hui encore, ils évitent de retourner à Nancy. Il en a même fait des cauchemars pendant quasiment un an. Pour finir, il nous donne un conseil. Il explique que si comme lui avant, vous ne voyez pas l'utilité de voir un psy après une expérience comme celle-ci, ou de voir un psy tout court, allez-y quand même. Pour sa part, ça l'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, il est clairement moins angoissé et parano qu'il y a 3 ans. Wilfried, en tout cas, a bien fait de quitter sa terrasse, car le monsieur tout nu en bas de sa terrasse le prenait pour une cible. Nous arrivons maintenant à la fin de ces threads d'horreur autour du feu. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Faites attention en quittant la forêt, car on ne sait jamais, si ce n'est pas à vous, qu'un thread d'horreur va arriver. Moi, j'éteins le foyer. N'oubliez pas que pour revenir participer à ces threads autour du feu, il faut s'abonner et activer la cloche, mais aussi laisser un petit commentaire, tel un livre d'or, sur l'accueil que je vous ai proposé autour de ce feu. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler de ces rencontres autour de vous. Plus on est nombreux, plus on frissonne. Bonne nuit.